4 juin 1940, 14h32. 10 Downing Street, à Londres. Winston Churchill est assis, seul, dans son bureau. Devant lui, 47 rapports en provenance du continent. Chaque rapport raconte la même histoire. Les divisions blindées allemandes se déplacent à une vitesse qui devrait être militairement impossible. Une coordination qui exigerait des années de pratique est exécutée spontanément. Et des commandants britanniques, des hommes expérimentés ayant survécu à la Première Guerre mondiale, avouent dans des télégrammes chiffrés « Nous ne comprenons pas ce qui se passe ». Churchill écrit une phrase dans son journal. Cette phrase restera classifiée pendant 32 ans. Ils ne se battent pas comme nous, ils se battent comme l'avenir. Le lendemain matin, il promulgue la directive 73B du ministère de la Guerre, un ordre secret. Un groupe des meilleurs analystes militaires de Grande-Bretagne doit remplir une seule tâche, déchiffrer comment les Allemands font ce qu'ils font, et trouver comment nous pouvons le copier avant qu'il ne soit trop tard. Ce que ces études révéleront changera l'armée britannique pour toujours. Mais d'abord, les Britanniques doivent accepter ce que personne n'aurait jamais cru possible, que leur ennemi n'est pas seulement supérieur. Il a une génération d'avance. Dunkerque, le choc de la vitesse. 26 mai 1940, 06h17, plage de Dunkerque. Le major Geoffroy Harrington du Génie royal se tient au bord de l'eau. Derrière lui, la moitié de la ville est en flammes. Autour de lui, 40 000 soldats du corps expéditionnaire britannique se bousculent. Ils attendent des navires pour les évacuer vers l'Angleterre. Mais Harrington ne pense pas à l'évacuation. Il pense aux dernières 72 heures. Il y a 3 jours, sa division se trouvait à 85 km au sud, bien préparée, bien positionnée. Ils avaient érigé des fortifications, installé de l'artillerie, creusé des fossés anti-chars, tout selon les règles, exactement comme ils l'avaient appris pendant la Première Guerre mondiale. Puis les Allemands sont arrivés, mais ils ne sont pas arrivés comme prévu. Ils ne sont pas arrivés de front, ils sont arrivés de tous les côtés à la fois. Des chars qui, selon les renseignements, devaient se trouver à 40 km à l'ouest, sont soudainement apparus à l'est. L'infanterie, censée être forte de 3 divisions, s'est dissoute en petits groupes mobiles qui étaient partout et nulle part. Et la coordination parfaite, impossible. Harrington écrit dans son carnet, qui fera plus tard partie des études de Churchill. C'était comme si chaque officier allemand pouvait lire dans les pensées de tous les autres, comme s'ils partageaient un système nerveux, alors que nous n'étions que des organes isolés. Il n'a pas encore le mot pour ça. Le mot est tactique de commandement de mission, tactique de type mission. Le principe qui distingue la Wehrmacht allemande de toute autre armée sur la planète. Mais ce matin à Dunkerque, Harrington ne sait qu'une chose. Ils ont combattu quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et cette incompréhension a failli les anéantir. 338 000 soldats seront évacués des plages de Dunkerque dans les 9 jours suivants. La propagande britannique appellera cela l'opération Dynamo et la vendra comme un succès. Mais lors des sessions à huis clos du ministère de la Guerre, loin du public, personne n'utilise le mot « succès ». Ils utilisent des mots comme « catastrophe »,« humiliation »,« supériorité tactique de l'ennemi que nous ne pouvons pas expliquer ». Et Churchill, l'homme qui ne montre jamais de faiblesse, publie une directive si secrète qu'elle ne reçoit même pas de numéro officiel. Le nom de code est simple, projet compréhension, l'ordre secret, directive 73B du ministère de la Guerre, 5 juin 1940, 08h. Ministère de la Guerre, Whitehall. 7 hommes sont assis autour d'une table, dans une pièce sans fenêtre. Le général-major John Kennedy dirige la réunion. Devant lui se trouve un document de 3 pages portant le cachet « Très secret » en lettres majuscules rouges. Il lit à haute voix. Le Bureau du Premier ministre. A. Ministère de la Guerre, Direction de l'analyse tactique, Objet, Étude urgente des opérations blindées ennemies, Classification, Très secret.
Pour les yeux, seulement directive. Sous l'autorité directe du Premier ministre, il est ordonné par la présente qu'une analyse complète des tactiques blindées allemandes soit effectuée. Les analystes sont autorisés à utiliser toutes les sources disponibles, y compris les officiers allemands capturés, les documents saisis, les rapports des commandants sur le terrain, la surveillance des services de renseignement et toute autre source jugée nécessaire. Objectif: comprendre pourquoi les formations blindées allemandes opèrent systématiquement plus rapidement que les équivalents britanniques et français. Identifier les facteurs doctrinaux, organisationnels et techniques. Fournir des recommandations pour des ajustements à la doctrine britannique. Calendrier. Premier résultat dans les 6 semaines. Rapport complet dans les 3 mois. Signé. W. Churchill Kennedy pose le document et regarde autour de la table. Le colonel Adrian Simpson, chef de l'analyse tactique, est le premier à prendre la parole. Cela signifie que nous admettons qu'ils nous sont supérieurs. Kennedy hoche la tête lentement. C'est exactement ce que cela signifie. Et le Premier ministre a raison. Si nous ne comprenons pas comment ils se battent, nous perdrons cette guerre. Les 7 hommes dans la pièce sont des vétérans. Ils ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont survécu à la Somme, à Passchendaele, à Ypres. Ils connaissent la guerre, mais ce qu'ils ont vu en France au cours des 6 dernières semaines, c'était différent. C'était une guerre comme ils ne l'avaient jamais vécue auparavant. Le capitaine Michel Devreux, le plus jeune de la pièce, demande « Par où commençons-nous » Simpson ouvre un dossier. Il contient des centaines de rapports de commandants sur le terrain, des entretiens avec des soldats revenus de Dunkerque, des notes d'officiers qui ont observé les opérations allemandes, et un document spécial, le journal d'un commandant de chars allemand, trouvé dans un Panzer III détruit près d'Arras. « Nous commençons ici, » dit Simpson en plaçant le journal au milieu de la table, avec l'ennemi lui-même, avec ses propres mots. La première découverte. La vitesse comme arme. 15 juin 1940. Salle d'analyse du ministère de la Guerre. Le colonel Simpson et son équipe ont passé les 10 derniers jours à lire des rapports. 287 documents distincts. 1643 pages. Les témoignages de 412 officiers. Et une tendance commence à se dessiner. Le capitaine Devreux dessine une chronologie au mur à la craie. 10 mai, 05h35, les chars allemands traversent la frontière luxembourgeoise. 12 mai, 14h, les chars allemands atteignent la rivière Meuse, 535 km en 56 heures. 14 mai, 18h, les chars allemands percent les lignes françaises à Sedan. 17 mai, 09h, les chars allemands atteignent les canaux près de Cambrai, 180 km de plus. 20 mai, 20h, les chars allemands atteignent la Manche à Abbeville. Ils calculent à haute voix. De la frontière luxembourgeoise à la Manche, 385 km. En 10 jours, tout en combattant la résistance. En moyenne, 38,5 km par jour en conditions de combat. Le major William Thornton, officier de blindé, secoue la tête. Impossible. Absolument impossible. Les chars ont besoin d'entretien, de ravitaillement, de coordination avec l'infanterie. Même sans contact avec l'ennemi, nos divisions ne pourraient pas faire ça. Mais ils l'ont fait, répond Simpson calmement. La question est, comment? Ils passent encore 3 jours à interviewer des officiers capturés. Le Hauptmann, capitaine. Klaus Werner, fait prisonnier près d'Arras, est particulièrement instructif. Pas parce qu'il coopère, il refuse obstinément de révéler des secrets militaires, mais la manière dont il parle des opérations. Cela en dit plus que n'importe quel détail technique. Werner décrit une attaque. Notre commandant a reçu l'ordre. Prenez le pont de Monthermé. La façon dont il s'y prenait était sa décision. Qu'il attaque de front, qu'il contourne, qu'il attende, tout cela était de sa responsabilité.
L'important était que le pont soit pris. Devereux l'interrompt. Mais qu'en est-il de la coordination? Que se passe-t-il si d'autres unités ne comprennent pas ces décisions? Werner sourit. Les autres unités ont leur propre mission. Si mon commandant réussit, s'il est rapide, alors les autres unités créent des opportunités grâce à son succès. S'il est LINT, s'il est prudent, alors l'ennemi ne lui donnera pas de seconde chance. Après l'interview, les officiers britanniques restent silencieux. Finalement, le major Thornton parle. Ils donnent à leur commandant individuel plus d'autorité que nous n'en donnons à des brigades entières. Simpson hoche la tête et note dans ses notes la première grande conclusion de l'étude. La vitesse allemande n'est pas technique, elle est doctrinale. Ils font confiance à leurs officiers pour prendre des décisions. Nous exigeons que nos officiers attendent des ordres. Pendant qu'ils attendent, les Allemands avancent. Befehlstaktik contre Auftragstaktik, la différence fondamentale. 22 juin 1940. Churchill lit le premier rapport intérimaire. Le rapport fait 47 pages. Mais Churchill se concentre sur une section à la page 12. Le titre « Comparaison doctrinale, commandement par directive vs commandement par mission ». Le texte est précis. L'armée britannique fonctionne selon le principe de la Befehlstaktik, tactique de commandement par directive. Les commandants reçoivent des ordres détaillés qu'ils doivent exécuter. L'initiative est autorisée, mais uniquement dans des paramètres étroits. Les écarts par rapport à l'ordre nécessitent l'autorisation des échelons supérieurs. La Wehrmacht allemande fonctionne selon le principe de la Auftragstaktik, tactique de commandement de mission. Les commandants reçoivent des objectifs, Aufträge, mais pas de méthode. Chaque officier est formé pour décider de manière indépendante de la meilleure façon d'exécuter sa mission. L'initiative n'est pas seulement autorisée, elle est attendue et récompensée. Conséquences pratiques. Si une unité britannique rencontre une résistance inattendue, elle doit s'arrêter, signaler la situation et attendre de nouveaux ordres. Délai moyen, 4 à 12 heures. Si une unité allemande rencontre une résistance inattendue, le commandant contourne la résistance, frappe ailleurs et ne signale qu'après coup. Délai moyen, 0 heures. L'unité avance continuellement. Churchill griffonne en rouge en marge. Cela explique la vitesse. Mais cela n'explique pas la coordination. Comment se coordonne-t-il sans ordre centraux? La réponse arrive 3 semaines plus tard, lorsque le capitaine Devereux traduit un document allemand capturé. Le titre, Truppenführung, 1936, le manuel officiel du commandement de l'armée allemande. Devereux lit à haute voix un extrait pour l'équipe. L'ordre est sacré. La méthode est flexible. Chaque chef doit comprendre les intentions de son supérieur, pas seulement ses ordres. Si la situation change, si de nouvelles opportunités se présentent, il est du devoir du chef d'agir dans l'esprit de l'intention générale, même si cela signifie s'écarter de l'ordre initial. Le major Thornton comprend en premier. Ils n'ont pas besoin d'une coordination constante, parce que chaque commandant comprend l'intention stratégique. Ils improvisent tous dans la même direction. Simpson hoche la tête et note la deuxième grande conclusion. La coordination allemande n'est pas une communication, c'est une compréhension partagée. Les officiers britanniques attendent des ordres. Les officiers allemands interprètent des intentions. C'est la différence fondamentale. La dimension humaine, témoignage de commandants sur le terrain. 1er juillet 1940. Simpson interroge le brigadier William Horne-Belisha, récemment évacué de France. Horne-Belisha a 52 ans. Il a servi pendant la Première Guerre mondiale comme jeune officier, il connaît la guerre, mais alors qu'il parle de ses expériences en France, il ressemble à un homme qui a vu quelque chose qui a ébranlé sa vision du monde. Vous devez comprendre, dit-il, ses mains tremblant légèrement. Je pensais comprendre comment fonctionnait la guerre blindée. Nous pensions tous comprendre. Les chars soutiennent l'infanterie, ils percent les lignes. Ensuite, on consolide. Ensuite, on avance à nouveau, et c'était la doctrine.
Mais les Allemands, ils font ça différemment. Leurs chars ne s'arrêtent pas. Ils percent. Et ensuite, ils foncent, profondément à l'arrière des lignes. Ils laissent leurs propres flancs ouverts. Ils laissent des positions fortifiées derrière eux. Ils ignorent la logique militaire. Et ça marche. Ils racontent un incident survenu le 15 mai près de Stone. Nous avions une ligne de défense parfaite. Fortification. Artillerie. Défense anti-chars. Quand les chars allemands sont arrivés, ils ont vu notre position, l'ont contournée et ont attaqué nos lignes de ravitaillement. En 6 heures, nous étions isolés. En 12 heures, nous avons dû nous retirer. Ils ne nous ont jamais attaqués directement. Ils ont simplement détruit notre logistique et nous ont rendus inutiles. Simpson demande « Comment avez-vous réagi ?» Horn Belisha rit amèrement. « J'ai attendu des ordres du corps. » Les ordres sont arrivés 18 heures plus tard. À ce moment-là, les Allemands étaient déjà 30 km plus à l'ouest. Nous avons combattu des fantômes. Ces témoignages occuperont un chapitre entier dans le rapport final. Le chapitre s'intitulera « La dimension psychologique de la vitesse ». Les auteurs affirmeront que la tactique des blindés allemands n'est pas seulement militairement supérieure, elle est psychologiquement dévastatrice. Elle détruit la capacité de l'ennemi à réagir rationnellement, car elle est plus rapide que les processus de décision de la structure de commandement ennemie. Une citation du rapport deviendra célèbre plus tard. Le véritable avantage de la Auftragstaktik allemande n'est pas qu'elle évite les erreurs, c'est qu'elle fait des erreurs plus vite que l'ennemi ne peut réagir. La vitesse vainc la perfection. Facteurs techniques, radio et flexibilité opérationnelle. 15 juillet 1940. L'équipe analyse les aspects techniques. Le capitaine Julien Moreau, un expert en communication, présente ses conclusions sur l'équipement radio allemand. Il a un Fugé 5 Panzerfunkgerät capturé devant lui sur la table. Ça n'a pas l'air particulièrement impressionnant, mais Moreau est enthousiaste. « Chaque char allemand a une radio », dit-il. Chaque char, les commandants peuvent parler aux chefs de char. Les chefs de char peuvent parler aux commandants de division. Les commandants de division peuvent parler au corps d'armée, le tout en temps réel. Le major Théodore Lemaire fronce les sourcils. Nous avons aussi des radios. Moreau secoue la tête. Nous avons des radios dans les chars de commandement. Un par compagnie. Peut-être, les Allemands ont des radios dans chaque char. Ça change tout. Il explique. Imaginez que vous êtes un chef de char allemand. Vous voyez une opportunité, un flanc faible. Avec la tactique de commandement classique, vous devez faire un rapport, attendre des ordres, puis agir. Avec la tactique de commandement de mission, vous pouvez décider immédiatement. Et avec la radio, vous pouvez partager votre décision immédiatement avec d'autres unités. Vous pouvez dire « j'attaque le flanc qui peut me soutenir ». Et 3 autres chefs de char peuvent se coordonner spontanément. Simon Dubois comprend l'implication. Ce n'est pas seulement une technologie de communication, c'est une prise de décision décentralisée en temps réel. Moreau acquiesce. Exactement. Et ça ne fonctionne que parce que leurs officiers sont entraînés à penser par eux-mêmes. Si nous donnions la même radio à des officiers britanniques, ils attendraient toujours des ordres. La technologie est inutile sans la doctrine. Le rapport final mettra particulièrement en évidence cette synthèse technico-doctrinale. La supériorité allemande n'est pas un facteur, c'est une intégration complète du système. La tactique de commandement de mission donne la liberté, la radio donne la communication, la formation donne la compétence. Ensemble, ils créent une vitesse opérationnelle qui semble impossible à atteindre pour les armées avec une structure de commandement traditionnelle. Rapport final. Opération compréhension terminée 12 septembre 1940. Churchill lit le rapport complet. Le document fait 286 pages. Il porte le titre officiel « Analyse des opérations de chars allemands ».
mai-juin 1940. Le sous-titre est plus honnête. Pourquoi nous avons perdu et ce que nous devons changer. Churchill lit le résumé à la page 3. Principale conclusion. La supériorité des chars allemands est principalement doctrinale, pas technique. Leurs chars ne sont pas écrasantement meilleurs que les nôtres, mais leur façon de les mener est révolutionnaire. 2. La tactique de commandement de mission permet une vitesse opérationnelle que nous ne pouvons pas atteindre avec la tactique de commandement classique. Les divisions allemandes se déplacent 2 à 3 fois plus vite que les équivalents britanniques, car leurs commandants n'attendent pas d'ordre. 3. Les officiers allemands sont intensivement formés à la prise de décision indépendante. Cela commence au niveau les plus bas. Les officiers britanniques sont formés à exécuter des ordres. C'est une différence fondamentale dans la culture militaire. 4. Les facteurs techniques, en particulier la radio dans chaque char, amplifient les avantages doctrinaux, mais n'en sont pas la cause. La technologie sans doctrine est inutile. 5. L'effet psychologique de la vitesse allemande est dévastateur. Les commandants ennemis perdent l'initiative et l'orientation. Recommandation. 1. Examen immédiat de la doctrine de commandement britannique. 2. Formation à la tactique de commandement de mission pour tous les officiers de capitaine et plus. 3. Renforcement de l'équipement radio dans les unités de chars. 4. Création d'unités expérimentales pour les nouvelles tactiques. 5. Réforme à long terme de la formation des officiers. Churchill écrit en marge à l'encre rouge. Mise en œuvre autorisée. Priorité absolue. Mais il ajoute ensuite une deuxième phrase, en plus petit. Mais seulement après la bataille d'Angleterre. D'abord, nous devons survivre. Ensuite, nous pourrons apprendre. Conséquence. Comment les études ont mené à des changements. La directive 73B du ministère de la Guerre et les études qui en ont résulté sont restées strictement secrètes jusqu'en 1972. Mais leur impact a été immédiat. En octobre 1940, une brigade de chars expérimentale a été créée. La 7e division blindée, les rats du désert. Les commandants ont reçu une formation spéciale à la tactique de commandement de mission, lorsqu'ils ont combattu l'Africa Corps de Rommel en Afrique du Nord en 1941, ils ont été les premières unités britanniques à pouvoir reproduire partiellement la mobilité allemande. Le major Lemaire, l'un des auteurs de l'étude originale, est devenu formateur à la Staff College de Camberley. Là, il a développé un nouveau programme qui intégrait les principes de la tactique de commandement de mission dans la doctrine britannique. Des milliers d'officiers ont suivi son programme entre 1941 et 1944. Le capitaine Durand a été envoyé en Afrique du Nord pour observer comment les tactiques allemandes fonctionnaient dans des conditions désertiques. Ces rapports ont conduit à d'autres ajustements. En 1943, il a écrit un manuel de formation intitulé « La mobilité comme principe ». Il est devenu une lecture obligatoire pour tous les officiers de chars britanniques. Et Dubois lui-même est devenu directeur du développement tactique en 1942. Dans cette position, il avait l'autorité pour modifier la doctrine. Le Field Manual 1042, publié en mai 1942, contenait pour la première fois dans l'histoire militaire britannique le concept de « mission comment », la version britannique de la tactique de commandement de mission. Ce n'était pas une transformation parfaite. Les officiers britanniques, formés à la tactique de commandement classique pendant des décennies, ont eu du mal à changer d'avis. Et la culture militaire britannique, profondément hiérarchique, a résisté au changement. Mais lentement, douloureusement, année après année, quelque chose a changé. Les études qui avaient commencé à l'été 1940 sous l'ordre secret de Churchill ont jeté les bases d'une nouvelle façon de faire la guerre pour les Britanniques. En 1944, lors du débarquement de Normandie, les unités de chars britanniques opéraient avec une vitesse et une flexibilité qui auraient été impossibles en 1940.
Elles n'étaient pas aussi rapides que les Allemands. Mais elles étaient assez rapides. Et cela a fait la différence. Le général Bernard Montgomery, qui a dirigé les forces britanniques en Afrique du Nord et plus tard en Normandie, a écrit en 1945 dans un mémorandum classifié: « Nous avons gagné la guerre parce que nous avons appris à apprendre de notre ennemi. Ce n'est pas une honte, c'est de la sagesse. » Le mémorandum est resté secret jusqu'en 1968, mais la leçon est restée. Épilogue: le respect comme fondement de la victoire. Les études de Churchill sont aujourd'hui des documents historiques. On peut les consulter au National Archives de Kew Gardens sous la référence WO 2073B. La plupart des pages ne sont plus classifiées. On peut lire comment les officiers britanniques, à l'été 1940, essayaient désespérément de comprendre pourquoi ils avaient perdu. Mais ce que les études montrent vraiment, c'est quelque chose d'universel. Elles montrent que le respect de l'ennemi n'est pas une faiblesse. Elles montrent qu'apprendre de l'ennemi n'est pas une trahison. Ils montrent que reconnaître ses propres faiblesses est le premier pas vers l'amélioration. Churchill aurait pu, en juin 1940, trouver des excuses. Il aurait pu dire « Nous étions en infériorité numérique. Nous avons été surpris. Nous n'avions pas assez de matériel. » Tout cela était partiellement vrai, mais Churchill a ordonné, au lieu de cela, comprenez-les. Apprenez d'eux, devenez meilleurs. Et cette décision, cet ordre secret donné à 7 hommes dans une pièce sans fenêtre au ministère de la Guerre, cette volonté de reconnaître que l'ennemi était supérieur dans quelque chose de fondamental, c'était peut-être l'une des décisions stratégiques les plus judicieuses de toute la guerre. Les Allemands ont gagné la bataille de France en 1940, mais les Britanniques ont appris de leur défaite. Et à la fin, 4 ans plus tard, les Britanniques ont gagné la guerre. Pas parce qu'ils étaient plus forts, pas parce qu'ils avaient plus de ressources, mais parce qu'ils étaient prêts à accepter. L'ennemi fait quelque chose de bien. Découvrons ce que c'est, et faisons le bien, nous aussi. C'est la vraie leçon des études Churchill. C'est le véritable héritage de la directive 73B du ministère de la Guerre. Respect et non arrogance. Apprentissage et non fierté. Adaptation et non rigidité. C'est comme ça qu'on gagne des guerres. La transformation à long terme, de Dunkerque à Normandie, la transformation de la guerre blindée britannique n'a pas été un processus rapide. Ce fut une évolution douloureuse de 4 ans, alimentée par les enseignements des études Churchill, mais tempérée par la tradition militaire, la résistance bureaucratique et la dure réalité de l'apprentissage sur le terrain. Janvier 1941, Afrique du Nord, la 7th Armored Division, entraînée aux nouvelles tactiques. Rencontre pour la première fois l'Africa Corps de Rommel. Le major Étienne Leclerc, l'un des élèves des cours de Thornton à Camberley, dirige une brigade blindée dans son journal qui fera plus tard partie des archives militaires. Il écrit le 3 janvier « Aujourd'hui, nous avons essayé de nous battre comme les Allemands. Avance rapide, réaction flexible, pas d'attente d'ordre. Cela semblait contre nature. Comme écrire avec la main gauche. Mais ça a marché. Nous avons surpris une patrouille de reconnaissance allemande. Pas parce que nous étions meilleurs, mais parce que nous avons décidé plus vite. C'est le début de petites victoires, de petits progrès, mais la transformation est en cours. Février 1942, le ministère de la Guerre publie des supports de formation révisés. Le document TM 1042, directement basé sur les études Churchill, introduit de nouveaux concepts. Intention du commandant. Exécution décentralisée. Vitesse au lieu de perfection. Le colonel Henri Dubois, un officier conservateur de la vieille école, écrit une lettre de colère au ministère de la Guerre. Cela contredit tout ce que nous avons appris sur la discipline et l'ordre. Si chaque commandant fait ce qu'il veut, nous aurons le chaos, pas la coordination. La réponse vient de Simpson lui-même. Les Allemands ont prouvé en 1940
que le chaos coordonné est plus rapide qu'un ordre parfait. Nous pouvons ignorer la réalité, ou nous pouvons nous adapter. Il n'y a pas de troisième voie. Dubois reste sceptique, mais c'est un soldat. Il suit les nouvelles directives. Et 6 mois plus tard, lors de la seconde bataille d'El Alamein, il ordonne à sa brigade d'effectuer une manœuvre de flanc sans autorisation de sa hiérarchie. Elle réussit. Après coup, il écrit dans son journal « Je commence à comprendre. La tactique de commandement de mission n'est pas le chaos, c'est la confiance. » Les leçons spécifiques. Qu'est-ce qui a changé exactement? Les études Churchill ont identifié 4 domaines principaux où la pratique britannique devait fondamentalement changer. Première leçon, la vitesse opérationnelle comme principe stratégique. Avant les études, la doctrine britannique mettait l'accent sur la préparation méthodique. La reconnaissance approfondie, les attaques coordonnées. La vitesse était souhaitée, mais la sécurité était prioritaire. Après les études, la doctrine britannique a reconnu. La vitesse elle-même est une sécurité. Une attaque rapide surprend l'ennemi, perturbe ses réactions, crée des opportunités. Une attaque lente et parfaitement préparée donne à l'ennemi le temps de réagir. Exemple pratique, Opération Crusader, novembre 1941. Le général Cunningham ordonne à la 7th Armored Division d'avancer rapidement contre les lignes de ravitaillement de Rommel, sans attendre le soutien complet de l'infanterie. L'opération est partiellement réussie. Avant 1940, cet ordre aurait été impensable. Deuxième leçon. Les intentions du commandant comme base de la coordination. Avant les études, les ordres britanniques étaient détaillés. Ils spécifiaient non seulement quoi faire, mais aussi comment, quand et avec quels moyens. La coordination signifiait « tout le monde suit le plan ». Après les études, les ordres britanniques ont commencé à mettre l'accent sur l'intention. Pourquoi cette mission est-elle importante? Quel est l'objectif global? Comment mon action s'intègre-t-elle dans le tableau d'ensemble? La coordination signifiait « tout le monde comprend l'objectif et improvise les moyens de l'atteindre ». Exemple pratique, lors de la bataille de Mareth, en mars 1943. Le général Montgomery explique à ses commandants de brigade non seulement le plan tactique, mais aussi l'intention stratégique, couper Rommel de la Tunisie. Lorsque le plan initial échoue, une brigade, la New Zealand Division sous Freyberg, improvise une attaque alternative. Ils comprennent l'intention, ils peuvent donc modifier le plan. Troisième leçon, formation à la prise de décision indépendante. Avant les études, la formation des officiers mettait l'accent sur l'exécution des ordres, la connaissance des règlements, la discipline. Un bon officier était celui qui exécutait parfaitement ce qu'on lui ordonnait. Après les études, la formation des officiers a ajouté des jeux de guerre avec des situations inattendues, des exercices sans ordre clair, des problèmes avec plusieurs solutions. Un bon officier était désormais celui qui pouvait penser par lui-même. Le Major Thornton a développé un exercice célèbre au Staff College Camberley, The Fog of War Scénario, le scénario du brouillard de guerre. Les officiers recevaient des ordres vagues, des informations contradictoires, et devaient décider sous la pression du temps. Il n'y avait pas de bonne solution. Le but était « apprenez à décider », même si vous ne savez pas tout. Des milliers d'officiers britanniques ont suivi ces exercices entre 1941 et 1944. Lorsqu'ils se sont battus en Normandie en 1944, ils avaient des muscles mentaux pour la pensée indépendante que leurs prédécesseurs n'avaient pas en 1940. Quatrième leçon, la technologie comme facilitateur, pas comme solution. Les études Churchill avaient clairement établi, la supériorité allemande est doctrinale, pas technique, mais la technologie n'était pas sans importance. Correctement utilisée, la technologie pouvait soutenir les changements doctrinaux.
Le changement technique le plus important, l'équipement radio dans toutes les unités blindées, pas seulement dans les chars de commandement. Entre 1941 et 1943, la Grande-Bretagne investit massivement dans la production de radios pour chars. Le modèle NE-19 devint la norme, équipant tous les chars britanniques, mais les études l'avaient souligné. La radio seule ne change rien. La radio n'est utile que si les commandants sont formés à prendre des décisions de manière autonome et à communiquer efficacement. Ainsi, la formation à la radio devint un élément clé du cursus des officiers. Pas seulement comment utiliser une radio, mais aussi comment communiquer une intention, comment se coordonner spontanément, comment partager des informations sans attendre d'autorisation. Le capitaine Julien Moreau, qui avait analysé la technologie radio allemande en 1940, devint instructeur en communication radio en 1942. Il développa des exercices où les commandants de chars simulaient des attaques, se coordonnant uniquement par radio, sans plan préalable. Le chaos régnait au début, mais après des exercices répétés, les équipes développèrent une coordination intuitive. En 1944, pendant l'opération Goodwood en Normandie, la 11e division blindée fit preuve d'une coordination par radio qui aurait été impossible en 1940. Elle n'était pas parfaite, pas aussi bonne que celle des Allemands, mais suffisamment bonne, les moments cruciaux, quand les études deviennent réalité. Il existe des batailles spécifiques où l'on peut constater que les leçons des études Churchill portent leurs fruits, et l'Alamein, octobre 1942. Le plan de Montgomery est méthodique, classique, typiquement britannique, mais à l'intérieur de ce plan, il y a de nouveaux éléments. Les commandants ont plus de liberté. Les brigades ont l'autorité d'improviser, et quand les choses tournent mal, et elles tournent mal, les unités britanniques réagissent plus rapidement que lors des batailles précédentes. Le lieutenant-colonel Théo Garnier, commandant de chars de la 9e brigade blindée, décrit un moment crucial, le 2 novembre. Nous devions attaquer une position allemande à l'aube. Mais à notre arrivée, nous avons constaté que la position était plus fortement défendue que prévu. Avant la nouvelle doctrine, j'aurais fait un rapport et attendu de nouveaux ordres, mais je me suis souvenu de l'entraînement. L'intention était de créer une percée. J'ai donc attaqué une position plus faible, 2 kilomètres plus au sud. Nous avons percé. Le commandant de division était initialement furieux, que j'ai dévié du plan. Mais la percée a été un succès. Il a dit plus tard, c'est la nouvelle façon de combattre. Ce n'est pas une victoire parfaite. Les pertes britanniques à El Alamein sont élevées. Mais c'est un tournant. L'armée qui combat en 1942 n'est pas la même que celle qui a été évacuée de Dunkerque en 1940. Normandie, juin 1944. 4 ans après Dunkerque. 4 ans après les études Churchill, les forces britanniques et canadiennes débarquent sur les plages de Sword, Juno et Gold. Elles rencontrent une résistance acharnée, mais elles percent et avancent rapidement à l'intérieur des terres. Le major Guillaume Lefebvre, commandant du 13e 18e Royal Hussards, décrit les premiers jours. Nous avancions vite, pas aussi vite que les Allemands en 1940, mais assez vite. Nous prenions des initiatives. Quand nous rencontrions de la résistance, nous la contournions. Quand nous voyions des opportunités, nous attaquions sans attendre d'ordre. C'était différent des opérations précédentes. C'était plus moderne. C'est la validation. C'est la preuve. Les études Churchill, commencées durant l'été 1940 comme une recherche désespérée de réponses, ont conduit à une véritable transformation. Le prix de la transformation, résistance et difficulté. Mais la transformation n'a jamais été facile. Il y a eu de la résistance, des malentendus, des revers. De nombreux officiers supérieurs n'ont jamais pu s'adapter à la nouvelle doctrine. Ils étaient trop profondément enracinés dans les anciennes traditions.
Certains ont été mis à la retraite de manière anticipée, d'autres ont été affectés à des postes administratifs. Ce n'était pas par malice, c'était une nécessité. La nouvelle façon de combattre avait besoin d'officiers qui pouvaient accepter la nouvelle façon de penser. Le brigadier Henri Dubois, qui était initialement sceptique, s'est adapté. Mais le général Richard O'Connor, un brillant commandant de terrain de l'ancienne école, a eu du mal. Après sa capture en 1941 et son évasion en 1943, il est revenu et a reçu le commandement d'un corps d'armée en Normandie. Sa performance était compétente, mais pas inspirante. Dans ses mémoires, publiées en 1957, il écrit honnêtement: « J'ai compris ce que la nouvelle doctrine voulait, mais je n'ai jamais pu penser complètement comme elle. J'étais trop vieux, trop ancré dans mes habitudes. Il y a eu aussi des erreurs tragiques. La tactique de commandement de mission, mal comprise, peut conduire au chaos. L'opération Market Garden, en septembre 1944, a partiellement échoué, parce que les unités britanniques ont agi de manière trop indépendante, sans suffisamment de coordination. L'équilibre entre liberté et coordination était difficile à trouver. Le général Bruno Leclerc, l'un des commandants britanniques les plus brillants, a écrit plus tard: « La tactique de commandement de mission est comme la musique jazz. Tout le monde improvise. Mais tout le monde doit jouer la même chanson. Si on oublie la chanson, on n'a plus que du bruit. En 1944, nous avons parfois oublié la chanson. Mais malgré les coups, malgré les erreurs, la transformation était nécessaire et finalement réussie. L'héritage personnel. Les hommes derrière les études. Qu'est-il arrivé aux hommes qui ont écrit les études Churchill en 1940? Le colonel Alain Lambert devint général de division en 1943 et directeur des opérations militaires. Dans cette position, il a eu une influence directe sur la planification de l'invasion de la Normandie. Bon nombre de ses recommandations, issues des études de 1940, ont été intégrées à l'opération Overlord. Il est décédé en 1972, la même année où les études ont été déclassifiées. Dans sa succession, on a trouvé un carnet personnel. La dernière entrée, datée de 2 jours avant sa mort. Nous avons appris de nos ennemis. Ce n'était jamais une honte, c'était de la sagesse. Le capitaine Michel Dubois a servi en Afrique du Nord, en Italie et dans le nord-ouest de l'Europe. Il a été blessé 3 fois, décoré de la DSO et de la MC. Après la guerre, il est devenu historien militaire. Son livre, La transformation de la doctrine blindée britannique 1940-1944, publié en 1959, est encore aujourd'hui un ouvrage de référence. Il a vécu jusqu'en 1989 et a donné des interviews sur les études Churchill. Dans une interview en 1985, il a dit « Les études n'étaient pas seulement une analyse militaire, elles étaient une leçon d'humilité. Nous devions accepter d'avoir été battus, non pas par la chance ou les ressources, mais par une meilleure façon de penser. Accepter cela a été plus dur que n'importe quelle bataille. Le major Henri Clément n'a pas survécu à la guerre. Il est décédé en avril 1945 en Allemagne. Touché par des tirs d'artillerie lors de l'inspection d'une unité blindée, il avait 41 ans. Dans sa dernière lettre à sa femme, écrite 2 jours avant sa mort, il mentionne les études. Je pense souvent à 1940, à ces mois d'été, où nous essayons désespérément de comprendre pourquoi ils nous avaient battus. Maintenant, 5 ans plus tard, notre armée combat différemment. Pas parfaitement, mais mieux. Si je meurs maintenant, je meurs en sachant que notre travail n'a pas été vain. Le capitaine Julien Moreau, l'expert en radio, est devenu ingénieur en communication à la BBC après la guerre. Il était impliqué dans le développement des premières technologies de télévision. Il parlait rarement de son travail militaire, mais dans une lettre privée de 1967 à un ancien camarade, il écrivait «
La leçon la plus importante des études n'était pas technique, elle était philosophique. La communication est inutile sans confiance. La technologie est inutile sans doctrine. Cela vaut pour l'armée, mais cela vaut aussi pour tout le reste dans la vie. Le major Geoffrey Harrington, l'officier qui, sur la plage de Dunkerque, n'avait pas pu comprendre la vitesse allemande, a ensuite fait partie de l'équipe de Simpson. Il a aidé à écrire le chapitre 7 des études, la dimension psychologique de la vitesse. Après la guerre, il a enseigné à la Royal Military Academy Sandhurst. Des générations d'élèves officiers l'ont entendu raconter « En 1940, sur la plage, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. En 1941, après les études, j'ai compris. Comprendre a été le début de la victoire, le paradoxe final, le respect comme force. » Les études Churchill révèlent un paradoxe qui reste pertinent aujourd'hui. La culture militaire a tendance à l'orgueil. On célèbre ses propres victoires. On minimise les défaites. On met l'accent sur ses propres forces et les faiblesses de l'ennemi. C'est naturel, c'est humain. Mais les études montrent, parfois, le contraire est nécessaire. Parfois, il faut analyser honnêtement ses propres faiblesses. Respecter les forces de l'ennemi. Apprendre de l'ennemi. Ce n'est pas du défaitisme, c'est du réalisme. Churchill l'a compris en juin 1940. À un moment où la Grande-Bretagne était seule, où le monde s'attendait à ce que la Grande-Bretagne demande la paix, Churchill n'a pas ordonné « battez-vous plus fort ». Il a ordonné « comprenez-les mieux ». Les études qui ont résulté de cet ordre n'étaient pas une célébration de la supériorité allemande. Elles étaient une analyse sobre, honnête, douloureuse. Que font-ils de bien? Que faisons-nous de mal? Comment pouvons-nous apprendre? Et cette volonté d'apprendre, cette humilité face à la défaite. Cette capacité à dire « l'ennemi est meilleur que nous dans ce domaine, apprenons de lui », c'était de la sagesse stratégique. Une citation des études, page 284, résume cela. Le plus grand danger n'est pas d'être vaincu par l'ennemi. Le plus grand danger est d'être vaincu et de n'en rien apprendre. Alors la défaite est permanente. Mais si l'on apprend de la défaite, si l'on s'adapte, si l'on se transforme, alors la défaite n'est que temporaire. Alors la défaite est un professeur, pas un jugement. C'est la leçon finale des études Churchill, pas la tactique militaire, mais la sagesse humaine. Le respect n'est pas une faiblesse. Apprendre n'est pas une trahison. L'adaptation n'est pas une capitulation. Ce sont des principes pour la guerre, mais ce sont aussi des principes pour la vie. Churchill l'a compris. Et c'est pourquoi les Britanniques ont gagné.